Quand on est chef militaire, il faut donner les ordres à l'heure. Que ce soit au quartier, parce qu'en fait, vos problèmes ne sont pas ceux de vos soldats qui ont moins de responsabilités que vous et qui sont moins bien payés que vous d'ailleurs. Je devrais toute ma vie quelque chose aux soldats qui m'ont fait l'honneur de leur confiance. Et quand on est au combat, il vaut mieux donner un ordre imparfait, mais au bon moment, qu'un ordre parfait qui arrive trop tard. Et il y a des choses qui n'ont pas changé. La première compagnie du premier régiment de tirailleurs, quand ils sont là, on le sait. Et en fait, à ma grande surprise, Gallimard m'a dit oui. Carré. C'est l'équivalent d'un coup au but dans l'artillerie. C'est un coup au but dans l'artillerie, c'est un coup anormal. Si je continue à écrire, ça vous intéresse ou puis juste un coup d'un soir? Il m'a dit non, on continue à écrire. Au contraire, les éditeurs ne sont pas collectivement, et ils le disent eux-mêmes, pas capables de prévoir qu'un texte va marcher ou non. Lire, c'est une source de richesse qui nourrit pendant très longtemps. Il y a un ouvrage que je relis une fois par an, c'est Cyrano de Bergerac. Il y a un moment marquant de la mission qui est l'attaque suicide du 9 juin, où des soldats qui étaient sous mes ordres ont été tués, sur lequel j'ai buté pendant plusieurs mois. Je vois bien avec le temps que mon souvenir d'Afghanistan lisse, s'émousse, sans pour autant que les questions que j'ai ramenées de ces expériences-là ne s'apaisent ou ne deviennent moins prégnantes. Les questions qui sont pourquoi, donner du sens. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a laissé, qu'est-ce qu'on a rapporté. On continue d'y penser encore aujourd'hui, des années après. Donc j'ai écrit Nous les moches quand j'étais au Mali. C'était mon petit exercice de respiration le soir avant d'aller dormir. Donc je me mettais sur ma petite chaise en plastique dans mon coin de tente là. J'écrivais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et quand je suis revenu, j'avais un manuscrit. Et l'écriture pour moi c'est vraiment ça, c'est un pas en arrière. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien sur la chaîne Guerre et Littérature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec le colonel Jean Michelin. Bonjour mon colonel. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux de la revue Inflexion à l'école militaire. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'ai la chance de venir ici. La première fois, c'était avec le contre-amiral Guichard au service de la marine. Il est commandé le sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin Le Terrible. Avant de commencer cet entretien, la première question que je pose à chacun des invités, c'est quel est le dernier livre que vous avez lu ? Je l'ai terminé ce matin, qui s'appelle Comanche Moon, Lune Comanche, et qui est le dernier volet d'une quadrilogie écrite par un auteur américain qui s'appelle Larry McMurtry, et qui traite d'une manière générale de la fin de la conquête de l'Ouest. Voilà. Alors ça fait un peu roman de cow-boy comme ça. Moi j'avais lu son premier qui est le plus connu, qui s'appelle Lonesome Dove, qui m'avait ébloui. J'ai mis un petit peu de temps à lire les trois suivants. C'est des bouquins qui sont intéressants parce que, d'abord, il y a une vraie réflexion sur l'espace, sur c'est quoi une civilisation. C'est un bouquin sur des mondes qui meurent et des mondes qui naissent, sur la dureté des destins, sur la fatalité, sur le désert, sur le vide. Donc finalement, ça concentre dans une thématique assez violente un certain nombre de réflexions qui m'animent depuis longtemps sur l'Amérique. Les derniers sont un peu moins bien que les deux derniers sont un peu moins bien que les deux premiers. Mais ça reste quand même d'agréables compagnons de transport en commun. Avant de continuer un peu plus loin, mon colonel, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement aux gens qui ne vous connaîtraient pas encore ? Je suis colonel de l'armée de terre. J'ai fait mon lycée et mes classes préparatoires au Prytanée de la Flèche. Ce qui était un petit peu surprenant parce que je suis pas du tout issu d'une famille de militaires. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager à l'armée ? Je crois que j'ai voulu faire ça depuis toujours, mais j'avais une vocation qui était très brouillonne, portée par mes lectures, ce que je voyais quand j'étais petit. Qu'est-ce qui a façonné un peu votre imaginaire d'enfant qui vous a conduit à vous diriger vers ce milieu ? Je saurais pas trop dire. Je pense que j'y suis venu par l'histoire et par l'histoire militaire. Quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps dans ma bibliothèque municipale de quartier parce qu'il fallait s'occuper le mercredi après-midi avant d'aller à la musique ou faire je sais pas quoi. Et j'ai lu beaucoup de choses sur la guerre de sécession, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres napoléoniennes. Et je sentais que c'était un univers qui m'attirait. Et il a fallu ensuite des rencontres un petit peu fortuites avec des gens qui connaissaient ce monde-là pour que je lève la main quand j'avais 14 ans en disant moi quand je serai grand, je veux faire Saint-Cyr.
Et pour faire Saint-Cyr, je voulais aller à la Flèche, donc je suis rentré en seconde à la Flèche. J'ai poursuivi après le bac, j'ai passé le concours de Saint-Cyr, j'ai intégré en 2001. Et je suis sorti dans l'infanterie et j'ai ensuite mené une carrière qui est la carrière d'un certain nombre d'officiers, c'est-à-dire que j'ai alterné des commandements de section, de compagnie et récemment de régiment. Vous étiez dans quel régiment, mon colonel? J'ai commencé au 1er régiment de tirailleurs, j'ai commandé ma compagnie au 16e bataillon de chasseurs à pied, j'ai été chef opération au 92e régiment d'infanterie, et je suis revenu commander le 1er régiment de tirailleurs que j'ai quitté l'été dernier. Au cours d'une PASCOM, c'est remarqué, puisque j'ai appris que vous aviez joué de la batterie pour votre PASCOM, une passion particulière. C'était une surprise de la Nouba. On était en Roumanie l'hiver. La Nouba, c'est la fanfare du 1er régiment de tirailleurs. On était en Roumanie l'hiver dernier. Sur le camp de Chinku, il y avait une petite salle avec des instruments de musique et il est pas rare que les mandats successifs montent un petit groupe et j'ai peut-être fait 1 ou 2 apparitions à la batterie en guest star à l'occasion du Nouvel An. La batterie d'ailleurs, qui n'est pas sans être liée à votre dernier roman. On aura l'occasion de revenir dessus puisque justement c'est tout un univers musical. Donc, vous avez été chef de corps du 1er tirailleur et maintenant vous vous retrouvez à Paris dans les bureaux, qui est la poursuite logique de la carrière. C'est ça, puisqu'il faut bien faire quelque chose de sa vie une fois qu'on n'est plus chef de corps. Et comment on gère d'ailleurs ce passage? On est clairement à un tournant, mais en fait quand on regarde sur le temps long, des tournants dans une carrière d'officier, il y en a plusieurs. Et il y a d'ailleurs des gens qui partent souvent sur ces virages-là. Le premier tournant, c'est quand on termine sa formation initiale, qui dans le cadre d'un Saint-Cyrien est assez longue, puisqu'on passe 3 ans à l'école, plus 1 an en école d'application. Donc en fait, moi je baignais dans la conviction que je voulais faire ça depuis quasiment 10 ans, quand je suis arrivé pour recevoir le commandement de ma section. Le deuxième tournant, c'est quand on quitte le commandement de sa compagnie et qu'il faut décider de ce qu'on va faire après, la préparation du concours de l'école de guerre, etc. Et le troisième tournant, celui dans lequel je suis actuellement, c'est quand on a accompli ce à quoi en fait l'institution nous préparait depuis des années sans qu'on le sache et avant même qu'on soit capable de le verbaliser ou d'en avoir conscience, qui est le commandement d'un régiment. Voilà. Moi, je suis au stade de ma carrière où j'ai accompli ce que j'étais venu accomplir, et ensuite il faut savoir à quoi vont ressembler les années qui viennent. Enfin, c'est le général Pierre dans un de vos épisodes qui disait que les raisons pour lesquelles on s'engage sont pas forcément les raisons pour lesquelles on reste. J'aime immensément mon métier, j'essaie de le faire pas trop mal. Pour l'instant, je suis pas encore parti. Le reste est toujours, mais comme dans toute carrière, et en particulier dans les carrières d'officier, c'est une affaire d'opportunité, de rencontre, de qu'est-ce qu'il se présentera derrière le prochain compartiment de terrain. Très militaire comme expression, c'est effectivement très représentatif. Et juste avant donc, de basculer sur les livres que vous avez écrits, je reviens un peu sur votre expérience militaire, entre les 3 commandements, chef de section, commandant d'unité, donc chef de compagnie et commandant de régiment. Laquelle de ces 3 expériences vous préférez? C'est difficile de choisir, c'est un peu comme si vous demandiez à un père de famille de dire quel enfant il préfère. Chef de section, pour un officier saint-cyrien, c'est une étape indispensable. Il y a toute une mythologie dans la formation des officiers. Chef de section, donc c'est 30 hommes à peu près. Ouais, c'est ça. C'est 30 soldats. C'est le premier grade, c'est quand on est lieutenant. Donc c'est vraiment le grade vers lequel on se projette immédiatement quand on est à l'école. Et on est accompagné là-dedans par toute la mythologie qui tourne autour des figures des lieutenants, des capitaines, qui fournissent des bataillons de parrains de promotion. Mais pour un officier, en particulier un officier saint-cyrien, c'est peut-être pas le commandement le plus épanouissant. C'est un préliminaire indispensable, mais en fait, quand on est chef de section, on raisonne sur des cadres espace-temps qui sont tellement courts, on est tellement dans l'immédiateté. C'est vraiment un poste d'apprentissage. Le poste de chef de section, je trouve. Ce qui est intéressant parce que vos PAX, vos mecs, ils le vivent pas du tout comme ça. Le lieutenant, c'est le lieutenant. Après, ils sont comme tous les soldats, hein, et il faut en avoir conscience, et c'est une conscience qu'on prend plus ou moins tôt. Nous, les officiers, on fait que passer. Les officiers passent, les soldats restent. C'est ça, et eux, ils voient arriver un type énervé avec 500 idées géniales à la seconde tous les 2 ans. Pour un peu que le type en question leur dise avec moi vous allez bosser, c'est fini de vous tirer sur le chewing-gum. Bon, ça peut être un peu usant. D'ailleurs, si vous aviez un petit conseil pour les jeunes lieutenants qui débarquent en section, que vous auriez aimé qu'on vous donne à l'époque où vous êtes arrivé, lequel serait-ce? Je crois que le meilleur conseil qu'on m'a donné, faites-vous confiance. En fait, en particulier dans l'armée de terre française, les officiers sont extrêmement bien formés.
Moi, quand je suis arrivé à la tête de ma section, j'étais inquiété partout parce que j'étais très jeune, parce que j'avais le sentiment de pas forcément être légitime. Le syndrome de l'imposteur, quelque part. Oui, bien sûr, qu'on a tous, je crois. Vous arrivez, vous avez des sous-officiers qui ont déjà 10 ans au compteur, des OPEX, Ouais, etc. mon sous-officier adjoint avait 9 ans de plus que moi. Quand je lui ai dit mon âge, j'ai cru qu'il allait tomber de sa chaise. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul, tout ce que j'ai traversé sur le plan technique à la tête de ma section, c'était des choses pour lesquelles j'avais été préparé, que j'avais apprises. Donc en fait, j'en ai discuté quand j'étais en formation aux États-Unis avec un camarade qui était danois et qui m'avait dit un truc qui m'a fait gamberger. Il m'avait dit, quand je suis arrivé à la tête de ma section, j'étais le meilleur soldat de ma section. Et effectivement, rien de ce que j'ai vécu sur le plan technique, c'est-à-dire sur le cœur de métier, ce sur quoi, en fait, un officier assoit sa légitimité, parce qu'en fait, il faut être bon dans ce qu'on fait, rien de ce que j'ai fait ne m'a surpris. Là où mes subordonnés et mes chefs ont été indispensables, et je partage la même dette qu'on partage tous avec les sous-officiers qui nous ont obéi, y compris quand on savait pas trop ce qu'on faisait, et les chefs qui nous ont formés, ils m'ont appris tout le reste. Le savoir-être, l'humain, les petites ficelles en RH, on apprend toute sa vie. Le chef de section que je relevais, on a eu quelques jours ensemble pour échanger nos consignes et qui me parle un peu de la section. Il m'avait dit aucun état d'âme, n'arrive pas sur la pointe des pieds, ne t'excuse pas d'être là, tu es légitime. Et si des gens étaient meilleurs que toi, ils seraient à ta place. Vous étiez à quelle compagnie au premier tir? J'étais à la 2. Ouais. Je connais un petit peu vaguement, je sais que la première avait une réputation un peu de compagnie bagarre, ou qui avait un peu les gifles. Oui, bon après, c'est toujours très impressionnant quand on est un jeune officier. Il y a la perception qu'on s'en fait, il y a les histoires qui se partagent, il y a la mémoire immatérielle. Cela dit, il y a quand même des choses qui durent et il y a des choses qui n'ont pas changé. La première compagnie du premier régiment de tirailleurs, quand ils sont là, on le sait. Qu'ils soient 50, 150 ou 10, voilà, quand la première est là, on est obligé de savoir que la première est là. Donc c'est une compagnie qui est visible. Et ça doit s'assumer pour les chefs. Et c'est une bonne réflexion, notamment pour les capitaines, de se dire quel est l'héritage que je reçois, à quoi l'unité dont je reçois le commandement ressemble, c'est quoi son historique. C'est quoi son âme, quelque part. Et qu'est-ce que je vais apporter à ces soldats au moment où ils me sont confiés. On commande toujours comme on est, on arrive avec ses convictions, et les convictions, elles se construisent. Moi, je pense qu'il faut à la fois être lucide sur sa temporalité en tant que chef, et je suis convaincu que ce qui rend notre pouvoir acceptable, en particulier quand on est capitaine et surtout chef de corps, où les prérogatives d'un chef de corps sont absolument écrasantes, ce qui rend ce pouvoir acceptable, c'est sa finitude. C'est le fait qu'on sait que ça s'arrêtera. Sans quoi, on finirait par croire un peu trop en son propre génie, à s'imaginer plus ou moins infaillible, n'ayant besoin de recevoir de leçons ou de conseils de personne, ne supportant plus la contradiction. Moi, quand j'ai quitté le commandement de ma compagnie, et plus tard le commandement de mon régiment, j'étais absolument oxy. J'étais sur la jante. Il y a des gens qui disent on commande pas assez longtemps pour installer des process, des méthodes, laisser sa marque. Je trouve que après, peut-être qu'on est intellectuellement construit comme ça. 2 ans, c'est bien. 2 ans, c'est suffisant pour porter ce qu'on a à porter, pour arriver avec ses propres convictions, essayer de faire progresser l'ensemble, construire de la puissance de combat. On fait beaucoup de choses en 2 ans. Il faut pas perdre de temps, mais on fait beaucoup de choses en 2 ans. Je m'en serais voulu de quitter les hommes qui m'ont été confiés à commander en ayant le sentiment d'avoir encore de l'essence. Et c'était pas le cas. Là au moins, vous avez tout donné. Oui, voilà. Moi, on m'aurait dit la veille de la passation de commandement, il faut faire 1 an de plus. Je l'aurais fait. Et je l'aurais fait avec joie. Mais ça aurait été dur. J'imagine. L'autre aspect de la chaîne, c'est la littérature. Et justement, vous avez un peu ce double parcours parallèlement à votre parcours de militaire, qui est votre parcours d'écrivain. Alors, comment est-ce que vous êtes venu à écrire? Comment est-ce que vous avez trouvé le temps d'écrire? Quelles ont été vos sources et motivations? Bon, l'écriture, dans mon cas en tout cas, ça se décrète pas. Moi, j'ai toujours écrit depuis tout petit. Enfin, j'ai toujours écrit. En tout cas, j'écris depuis toujours. Il y a des périodes entières de ma vie qui sont des périodes de sécheresse. Typiquement, quand j'étais lieutenant, capitaine, à devoir traîner 30 ou 150 poilus sur le terrain ou en OPEX, c'est pas des temps qui sont propices à l'écriture. Mais j'avais ce prisme en moi, je crois. Qu'est-ce que vous écriviez? Des histoires, des romans, un journal? Alors paradoxalement,
J'ai cet avantage, je n'ai pas de manuscrit de jeunesse embarrassant dissimulé quelque part. J'ai écrit beaucoup de trucs pour rigoler, pour passer le temps en cours avec un copain. On écrivait des fonds de nouvelles, des pastiches, voilà. Mais c'est du travail, c'est de la technique, c'est des gammes en fait quand on fait ça. Moi j'ai beaucoup correspondu. En fait j'étais en lycée militaire dans les années 90. On avait 3 heures d'études surveillées par soir, tous les soirs, et il fallait bien passer le temps. Et donc, une fois qu'on avait accompli ces tâches quotidiennes scolaires, il fallait lire ou écrire. Et donc, j'ai pendant ces années de lycée surtout, j'ai énormément correspondu. Je pense que d'ailleurs, c'est une des raisons pour en arriver à faire un livre. Je pense qu'il a fallu qu'un sujet trop grand pour moi me tombe dessus. Et le sujet trop grand pour moi, c'était l'expérience de commander une compagnie en Afghanistan. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est votre premier livre, Jonqui, qui raconte votre expérience en tant que CDU, en tant que commandant d'unité en Afghanistan. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots dessus? Avant de partir de l'Afghanistan, je savais que je voudrais écrire là-dessus. Je me suis dit beaucoup au début que c'est parce que il me semblait que l'expérience que nous avions vécue était trop dense, trop intense pour que j'accepte qu'elle soit oubliée, comme tous les mandats ont vocation, toutes les missions ont vocation à être oubliées. Enfin, c'est dans l'ordre des choses, en fait. D'abord, c'était très prétentieux. J'ai compris après que j'avais écrit pour moi, parce que j'avais besoin de donner du sens à quelque chose qui était d'une intensité telle sur le plan personnel, opérationnel, humain. Vous étiez parti quand en Afghanistan? Je suis parti, moi j'ai fait le dernier mandat en Capissa. On a fermé le GTIA Acier, qui était armé par le 16e bataillon de chasseurs à pied, auquel j'appartenais à l'époque, dont je commandais la 3e compagnie, a fermé les bases françaises en Capissa, donc l'été 2012. Pour revenir à la jeunesse de Jonqui, donc je suis rentré d'Afghanistan, j'ai quitté le commandement de la compagnie, je suis parti passer le diplôme d'état-major à Saumur. Net changement d'ambiance, j'allais pas très bien. Et puis il y avait l'école de guerre qui arrivait, pour laquelle j'étais pas en avance pour le concours, puisque en fait je suis rentré en novembre, j'ai commencé à bosser en janvier pour les écrits qui étaient en juin, et rien de ce que je faisais ne fonctionnait. Enfin, j'arrivais pas à trouver l'angle. J'avais l'impression de trop en dire ou pas assez. J'avais une vision confuse de ce que je voulais raconter. Vous teniez un journal pendant les opérations? Pas du tout. Tout ça, c'était à partir de vos souvenirs propres que vous les avez restitués? Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a eu une partie directement à chaud, ou est-ce que c'est avec le recul, quelques mois qui se sont écoulés entre les deux? En fait, il m'a fallu quasiment 1 an pour trouver l'idée de la forme. Jonqui est écrit sous la forme d'une galerie de portraits qui est une collection d'anecdotes où chaque chapitre porte le nom d'un membre de la compagnie avec lequel j'ai un souvenir particulier. Et cette idée-là, elle m'est tombée dessus, littéralement tombée dessus, dans un train entre Lille et Paris, où je me rendais quelques semaines après avoir appris que j'étais reçu au concours de l'école de guerre, pour aller assister à la journée d'orientation des lauréats du concours. Et dans le train, alors que je suis en train de penser complètement à autre chose, je suis en train de discuter avec un copain qui a été reçu comme moi, j'ai cette idée qui me vient, et je n'ai pensé qu'à ça de toute la journée. Le soir, je suis rentré chez moi, après la journée d'orientation là, à Lille, j'ai listé les chapitres du livre, et j'ai commencé à écrire dans la foulée. Quelle était votre technique d'écriture? Est-ce que c'était au fur et à mesure? Est-ce que c'était une écriture qui était fluide? Est-ce que les idées vous venaient directement? En fait, une fois que j'avais la trame, j'ai globalement listé des anecdotes liées à telle ou telle personne, de manière chronologique, et puis j'ai commencé à écrire le truc dans l'ordre en me disant je vais faire un chapitre après l'autre. Il y a un moment marquant de la mission qui est l'attaque suicide du 9 juin où des soldats qui étaient sous mes ordres ont été tués, sur lequel j'ai buté pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que je suis arrivé dans mon écriture sur cet épisode-là qui se situe à peu près à la moitié du livre, et j'ai mis, je pense, 3 mois à me dire qu'il fallait que j'écrive, et qu'il fallait que je l'écrive, que je le saisisse pendant qu'il était chaud. Encore, j'ai débité les 3 ou 4 chapitres qui traitent de cet événement en une nuit. Et ensuite, j'ai pas pu toucher au texte pendant 4 ou 5 mois, à l'issue desquels j'ai repris le fil de l'écriture sans relire ces chapitres-là, et j'ai amené le manuscrit jusqu'à la fin. Et c'est seulement une fois que j'ai terminé d'écrire le manuscrit que j'ai tout relu d'une traite. J'étais évidemment terrifié de ce que j'allais trouver dans les chapitres du 9 juin, et en fait, je n'en ai, pour ainsi dire, pas changé une virgule. Ce sont les meilleurs chapitres du livre.
Voilà, Jonquille, est-ce que vous pourriez expliquer un peu le titre Jonquille, qui paraîtrait un peu surprenant à quelqu'un qui ne connaîtrait pas le monde militaire, notamment celui des chasseurs? C'est voulu. Jonquille, c'est un titre qui est aussi une métonymie, puisque c'était à la fois mon indicatif personnel et l'indicatif de ma compagnie. Donc l'indicatif radio, voilà, le petit mot par lequel on appelle à la radio unité. Souvent dans les unités d'infanterie, les indicatifs radio des compagnies sont des couleurs qui correspondent à la couleur du passant. Bleu pour la première, voilà. Rouge pour la seconde, jaune pour la troisième. Alors, il se trouve que chez les chasseurs, comme l'usage du rouge est proscrit, à l'exception du rouge du drapeau, du rouge de la Légion d'honneur et du rouge des lèvres de la femme aimée, on utilise le substitut bleu cerise, ce qui fait que la première compagnie est effectivement bleue, la deuxième est jonquille, parce qu'on dit pas jaune, on dit jonquille chez les chasseurs, et la troisième est généralement verte et jonquille, et la quatrième est verte. Et comme la deuxième compagnie avait un indicatif qui n'était pas celui d'une couleur, la troisième compagnie avait l'indicatif jonquille. Voilà. Et c'est resté depuis. Donc, même si le passant de la compagnie est jonquille et vert, l'indicatif de la troisième compagnie et de son chef, c'était jonquille. Et il me semblait que jonquille autorité. Donc. Voilà, c'est ça. Mais jonquille autorité, c'est moche. Jonquille autorité, c'est moche. C'était pas question de s'appeler comme ça. Et je trouvais, moi, dans ce bouquin, je voulais pas faire quelque chose de journalistique. J'avais quand même, je pense, même si, pareil, j'ai mis du temps à me l'avouer parce que c'est très prétentieux, une ambition littéraire. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de carte, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de préface. Je sais plus quand est-ce que j'ai trouvé le titre, mais je sais que le titre n'a jamais posé question. Le titre, dans un processus éditorial, c'est une négociation entre l'auteur et l'éditeur, comme tout d'ailleurs. Enfin, l'éditeur qui porte le texte, il va proposer des modifications plus ou moins substantielles de forme, de structure. Parfois, ça peut aller très loin dans le détail. Là, pour Jonquille, l'éditeur a fait adjoindre un sous-titre que limite je regrette un petit peu aujourd'hui. Le sous-titre, c'est Afghanistan 2012. C'est ça. Voilà. J'ai eu la chance incroyable d'être publié dans une maison de littérature générale et dans une collection de littérature générale. Comment vous avez trouvé l'éditeur? Ou c'est lui qui vous a trouvé peut-être? Par la poste. Quand j'ai écrit ce bouquin, je l'ai laissé dormir dans mon disque dur pendant 1 an. Et puis, j'avais échangé avec un copain qui avait écrit, puis avec un de mes anciens chefs qui avait écrit aussi. Et ce chef m'avait dit, si vous écrivez, quand vous serez prêt à envoyer le texte, vous tenterez les grandes maisons, on l'a tous fait, ils vous diront non, ils ont dit non à tout le monde. Et donc, me voilà avec mon manuscrit, et moi, je visais une maison d'édition qui commençait à publier des auteurs militaires contemporains dans donc c'est des belles lettres, dans une collection qui s'appelle Mémoire de guerre. Et ça, c'était mon choix réaliste. Je me disais, oui, je corresponds au profil qu'ils vont rechercher. Vous êtes dans le thème. Ouais. Donc, j'imprime un exemplaire du manuscrit que je fais relier. Et puis, je me dis, franchement, je pourrais en imprimer 3 ou 4, quoi. Je vais pas arroser toute la plaque parisienne, mais tant qu'à faire, autant. Et donc, j'ai sélectionné 3 maisons d'édition généralistes que j'aimais bien. Et en fait, à ma grande surprise, Gallimard m'a dit oui. Carré. C'est l'équivalent d'un coup au but dans l'artillerie. C'est un coup au but dans l'artillerie, c'est un coup anormal. Parce que Gallimard, c'est, je sais pas, moi, ils reçoivent peut-être 7 ou 8 000 manuscrits par an. Ils en publieront peut-être 4 ou 5. Donc c'est vraiment. Et tout ça sans réseau, sans connexion, sans. Ah non, mais bon, en plus j'étais en poste aux États-Unis à ce moment-là. J'ai envoyé le bouquin par la poste avec une petite lettre d'accompagnement. Voilà, je pense et après ils sont toujours très mystérieux, les maisons d'édition, sur ce qui les pousse à accepter ou à rejeter un texte. J'avais effectivement un ami qui bossait dans une maison d'édition qui me disait il y avait des manuscrits entiers qui ne lisaient même pas. Il juste parcourait le titre, il y en a une bonne paire qui finissait à la poubelle. Je peux témoigner du fait que un manuscrit envoyé sans aucun réseau à l'adresse générique de la maison d'édition, sans recommandation aucune, sera lu et retenu. Et j'avais d'ailleurs discuté avec le secrétaire littéraire de la maison, qui m'expliquait son processus. Donc en fait, une fois que les bouquins étaient ouverts à l'arrivée du courrier, ils en reçoivent, je sais pas moi, 30 ou 40 par jour. Il y a des stagiaires qui les orientent en fonction de quel type de bouquin on parle. Donc il y a des bouquins qui, de toute évidence, ne correspondent pas à ce que fait la maison et qui vont faire l'objet d'une lettre générique. Mais s'il y a un doute, ils ouvrent, ils regardent, ils disent ok, c'est de la littérature générale, hop, ça part chez le secrétaire littéraire qui traite de la littérature générale, lequel, tous les matins, est chez lui avec sa pile de manuscrits, et lit d'un œil distrait jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui accroche son regard. Et quand il y a quelque chose qui accroche son regard, là,
il se concentre un peu plus et il va regarder. Et ensuite, ils le mettent en lecture chez des lecteurs qui font des fiches. Et puis, en fonction des retours, le bouquin est présenté en comité de lecture et c'est le patron qui tranche. Donc ça, c'était votre premier livre. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est vraiment... On est en plein dans le thème de littérature de guerre. C'est un militaire qui écrit, ce fameux rapport entre les militaires et la littérature que j'aime bien explorer sur la chaîne. Le second livre, on continue de rester un peu dans la littérature de guerre, mais déjà on commence un peu à s'enligner du sujet, c'est-à-dire, donc c'est Ceux qui restent. Mais Ceux qui restent, qui est paru en août 2022 aux éditions Héloïse d'Ormesson. Qui reste est un roman. Et c'est un roman qui s'inscrit dans mon parcours d'auteur, puisque par la force des choses, je commence à avoir un parcours d'auteur. J'aurais pas misé là-dessus, mais bon. En fait, quand j'ai écrit Jonquille, avant la sortie, je suis allé rencontrer les gens de Gallimard, donc j'étais en poste aux États-Unis à ce moment-là, donc j'ai profité d'un déplacement avec mon chef pour aller rencontrer les gens qui méditaient pour Jonquille. On était à plusieurs mois de la sortie du livre, qui n'était pas encore identifié, et je discute avec le secrétaire littéraire, donc qui est le premier à m'avoir lu un peu sérieusement, qui est le premier à m'avoir décelé, et je lui dis si je continue à écrire, ça vous intéresse ou puis juste un coup d'un soir? Il m'a dit non, on continue à écrire, au contraire, vous avez, je sais pas, il me dit un truc gentil sur... Friend with benefit, pas encore une relation longue, mais au moins une... Voilà, et en fait, je sais pas pourquoi je retiens cet épisode-là, parce que moi je voulais écrire sur le retour. Jonquille, c'est l'action. Pour plein de raisons, s'arrête, à l'exception de l'épilogue, qui est anecdotique, à la descente de l'avion. C'était vraiment l'ambition de Jonquille, c'était de contenir la capsule d'une mission dans un texte. Ouais, et sans s'arrêter sur l'après-mission, qui constitue une part très intéressante et très importante de la c'est mission. C'est une part à la fois très intéressante, c'est une part qui a été traitée dans la littérature, mais à des époques différentes. Pas tellement en littérature française d'ailleurs. En tout cas, pas dans l'époque contemporaine. Il y a une littérature de la global warfare des anglo-saxons qui est assez riche là-dessus. Parce qu'il y a plein de problématiques, comment on gère cette adrénaline constante qui d'un seul coup chute brutalement, comment on gère le retour à une vie normale, comment on gère les rapports avec les proches. L'Afghanistan, c'est au moins 2 ans de ma vie. C'est 6 mois de préparation, 6 mois de mission, et c'est 1 an pour en revenir. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de l'année qu'il m'a fallu pour en revenir. Mais moi, ma chapelle littéraire de départ, c'est le roman. Je ne voulais pas traiter le retour sous le prisme de ma propre expérience. D'abord parce que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'embarquer ma femme, mes proches dans cette histoire-là, qui n'avait rien demandé. Je voulais m'essayer à la forme romanesque, et je me disais aussi que en créant des personnages à qui je ferais vivre une histoire qui tourne autour du retour, ça me permettrait d'aborder d'autres angles, d'autres thématiques. Et en fait, l'idée de Ceux qui restent est née comme ça. Et j'ai écrit d'ailleurs le premier jet avant la sortie de Jonquille, c'est-à-dire que je suis rentré de ce déplacement à Paris, on devait être en mars ou en avril 2017, et j'ai écrit le premier jet de Ceux qui restent en 2 ou 3 mois. Jonquille n'est sorti que 4 ou 5 mois plus tard. Ah oui, il y a vraiment un enchaînement des deux qui... Ah oui, alors après, il a mis beaucoup de temps à voir le jour, Ceux qui restent. Au départ, l'éditeur qui m'avait suivi pour Jonquille mettait beaucoup de temps à lire ce que je lui envoyais, me renvoyait des commentaires très sibyllins, très expéditifs. Pas du tout le truc que j'imaginais, moi, où j'allais recevoir un manuscrit avec plein de ratures en rouge, des annotations. Ça c'est nul, ça c'est bien gardé. Non, rien. C'était vraiment, il faut être davantage dans l'incarnation, mais aussi dans la précision. Il me regardait, il voyait ma tronche désespérée, il disait « Oh là là, tu dois te demander pourquoi je t'ai encore demandé de déplacer le sommet du mont Ararat de 5 mètres. » Et en fait, je retournais à mon manuscrit, et puis il y a des trucs qui me sautaient au visage. Je disais « Ah oui, non, mais en fait, ça va pas. » En fait, c'était un processus qui a été très long, assez frustrant pour moi, parce que ça prenait beaucoup de temps, mais qui m'a aussi beaucoup fait progresser, qui m'a obligé à trouver mes propres solutions. Voilà. C'est intéressant parce que vous êtes confronté à vos problématiques militaires dans la vie de tous les jours, et là d'un seul coup c'est une autre manière de réfléchir, de penser, d'appréhender une problématique, d'apporter une solution. Est-ce que la vie militaire justement vous a aidé un peu dans cette approche littéraire? Je pense que la vie militaire, elle m'a aidé dans un sens qui est un sens essentiel. Quand on est chef militaire, il faut donner les ordres à l'heure. Que ce soit au quartier, parce qu'en fait,
Vos problèmes sont pas ceux de vos soldats qui ont moins de responsabilités que vous et qui sont moins bien payés que vous d'ailleurs. Donc en fait, eux, ils ont pas à subir vos problèmes à vous. C'est intéressant parce que cette phrase, elle est souvent du supérieur au subordonné. Il faut pas que tes problèmes deviennent les miens, mais elle est également valable dans l'autre sens. Mais c'est vrai dans l'autre sens. Donc il faut donner les ordres à l'heure. Et quand on est au combat, il vaut mieux donner un ordre imparfait, mais au bon moment, qu'un ordre parfait qui arrive trop tard. C'est exactement ce que nous avait dit notre chef de section. Un mauvais ordre donné à temps vaut mieux qu'un bon ordre donné trop tard. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que ce que m'a apporté la vie militaire, c'est que je suis capable de me détacher d'un projet en disant « je ne l'emmènerai pas plus loin ». Je suis capable de finir. C'est une réflexion sur la création parce que moi, il y a quand j'étais jeune, j'ai lu un peu de Zola, et dans l'œuvre de Zola, qui est pas l'un des Rougon-Macquart les plus connus, mais qui se penche sur le milieu des artistes parisiens du 19e siècle. Il y a ce personnage qui est complètement dévoré par un tableau trop grand pour lui, qu'il n'arrive pas à finir. Et en fait, ça finit par le détruire parce que à chaque fois qu'il revient dessus, en fait, il a l'impression d'abîmer quelque chose qui existait déjà. Il y avait vraiment cette problématique de l'œuvre. Une œuvre n'est jamais finie quelque part. Une œuvre, vous pouvez toujours modifier, affiner, peaufiner. Dire à un moment, cette œuvre-là est finie et je passe à autre chose. Ou savoir quel est le moment pour l'emmener vers le monde extérieur. Pour la présenter au monde. Ouais, enfin, déjà pour la présenter à un éditeur. Pour se dire, je suis allé au bout de ce que j'étais capable de faire. Maintenant, j'ai besoin d'un regard extérieur, quelqu'un qui va aller me chercher un peu, me pousser dans mes retranchements. Quelque part, il faut un petit peu de courage pour se dire, là, j'ai mis beaucoup de moi dans ce manuscrit, je vais le présenter à quelqu'un qui va le juger, le critiquer, l'analyser, etc. C'est moins difficile de faire ça avec un éditeur parce que c'est une relation que vous maîtrisez, que vous choisissez d'avoir en fait. Quand le jour de la sortie de Jonquille, j'étais en France, j'avais pris quelques jours de congé pour pouvoir faire un lancement en librairie, 2-3 bricoles, et j'avais déjeuné avec mon éditeur qui m'avait dit faut avoir un petit cuir un peu, faut se préparer à ce que la réception puisse être parfois un petit peu raide. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai été assez peu maltraité, mais quand on est maltraité, ça peut être assez brutal. Maltraité par la critique, par la presse, par les lecteurs, Babelio. Ouais, Babelio, je pense pas que ça avait le poids que ça a aujourd'hui. En tout cas, pas en 2017. Parce que c'est vrai que Vincent Guéquière m'a dit que c'était un peu les faiseurs de rois et les coupeurs de tête. Ouais, il y a plein de choses. C'est tellement difficile. En fait, le modèle de l'édition en France, c'est que les éditeurs ne sont pas collectivement, et ils le disent eux-mêmes, pas capables de prévoir qu'un texte va marcher ou non, qui va répondre à une attente, à un besoin. Alors après, il y a la réalité commerciale du marché, qui est pas simple en ce moment d'ailleurs. Mais donc en fait, ils publient les textes qu'ils aiment, en lesquels ils croient, et des fois ça marche. Voilà. Et en fait, 9 fois sur 10, ça ne prend pas. Et c'est les 10% restants qui font vivre tout le modèle économique. Et ça marche comme ça, depuis longtemps. Un texte, ça reste quand même, un livre, c'est quand même la rencontre entre un texte, un lecteur et un moment. Et en fait, je trouve qu'on sous-estime le moment. Moi, je pense que Jonquille, que j'envoie à des éditeurs à l'été 2016, indépendamment de ses qualités, je suis pas sûr que 2 ans plus tôt, il aurait été pris. Parce qu'à l'été 2016, il y a une forme de gravité dans la société française qu'il n'y avait pas en 2014. En fait, en 2016, on est après Charlie Hebdo, on est après les attentats du 13 novembre, on est après le déclenchement de l'opération Sentinelle qui a remis des militaires et des militaires en nombre dans les rues des villes. Voilà, on est après l'attentat de Nice du 14 juillet, donc il y a quand même une vraie prise de conscience. Et donc, je pense que là, il y avait peut-être une attention supplémentaire à ce type d'histoire et à ce type de sujet. Ça rentre d'ailleurs un peu dans ce côté militaire où on disait que Napoléon ne demandait pas si les chefs étaient bons, il demandait s'ils avaient de la chance, s'ils étaient capables de rencontrer les circonstances au bon moment. Tout est affaire de circonstances à l'armée. Vous êtes la première section qui va prendre le TIC et qui va avoir la VM, et la section qui est juste derrière qui sont aussi bons que vous. Et le hasard est fondamental dans cette histoire. Oui, et puis il faut l'accepter. Les tirailleurs, ils ont un beau mot pour ça. C'est le mektoub.
Mektoub, le destin. C'est le destin, la fatalité. C'est les choses. Et on passe beaucoup de temps dans une vie de soldat à apprendre à accepter le Mektoub qui est fondamentalement un égalisateur. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de creuser un peu l'historique du premier régiment de tirailleurs, mais qui est un des régiments il faudrait plus une série dédiée. Pour continuer d'avancer donc sur vos livres, donc vous avez écrit Jonqui, qui est là pour le coup un roman très c'est un récit autobiographique. Ouais. Ensuite, vous êtes passé au roman qui reste dans le domaine militaire, qui consacre l'après de la mission. En revanche, c'est là où on va faire le petit pas de côté que vous appréciez, le troisième roman n'a strictement rien à voir avec le monde militaire. Nous les moches. Ouais, Nous les moches, qui est sorti pour la rentrée 2025, donc qui est un deuxième roman pour lequel j'ai voulu changer complètement cadre et de thème, pour deux grandes raisons. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment réussi à changer complètement de cadre et de thème. Je voulais me démontrer que j'étais capable d'écrire sur des sujets que je maîtrisais moins intimement. Ben là, c'est un univers, qui ne correspond pas à votre univers immédiat. Exactement. Qui correspond quand même à un pays que j'ai un peu écumé, qui sont les États-Unis, où j'ai été affecté pendant 3 ans. D'ailleurs, vous pourriez juste présenter en quelques phrases le synopsis du livre. Le synopsis de Nous les moches, c'est l'histoire de 4 paumés quadragénaires qui vivent sur la côte est des États-Unis, qui, quand ils étaient au lycée, avaient un groupe de thrash metal, de musique un petit peu énervée, qui n'a pas atteint la gloire, et qui, 25 ans après, par le truchement d'un concours de circonstances, se reforment pour partir faire une tournée des petits patelins, des grands vides, des petites routes à travers les États-Unis. En fait, la tournée qu'ils n'ont pas faite quand ils avaient 17 ans. Une sorte de réédition de Jacques Kerouac, La Route, mais version trash metal. Il y a un peu de ça. Bon, après, l'imaginaire de la route, de l'espace, moi, c'est des choses qui m'intéressaient depuis toujours. Je voulais écrire sur la musique, je voulais écrire sur l'adolescence. Enfin voilà, donc j'avais plein de thématiques qui ont amené l'écriture de ce livre-là. Les deux raisons qui m'ont amené à m'embarquer là-dedans, c'est donc je voulais me démontrer que j'étais capable. En fait, Jonqui m'a servi à me persuader que j'étais capable d'écrire un livre. Ce qui reste m'a permis de me persuader que j'étais capable d'écrire un roman. Et Nous les moches, l'ambition, c'était de me persuader que j'étais capable d'écrire un roman sur un sujet qui m'était moins intimement familier. C'est vrai. Petit point. Ouais. Quand j'étudie, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais quand je regarde un peu le parcours d'un auteur, pour essayer déjà de préparer l'interview, de comprendre comment il en est arrivé là, etc. Jonqui, c'était tout à fait cohérent, effectivement. Vous vivez une expérience militaire, vous avez le vécu nécessaire pour le transformer par l'écrit, pour le porter à l'écrit. Ce qui reste, c'est un roman, on commence à s'éloigner un peu du strict récit autobiographique, mais ça reste dans le prolongement de Jonqui, puisqu'un peu c'est quelque part l'après Jonqui. Et en revanche, là, dans ces étapes littéraires, Nous les moches, qui n'a strictement rien à voir ni avec l'imaginaire, ni avec l'univers, l'environnement, qui part complètement à côté, qui même, moi, m'a surpris, parce que un chef de corps d'un régiment, c'est, je pense, la personne la plus carrée qu'on puisse imaginer. C'est vraiment celui qui porte cette image de discipline, de rigueur de l'armée. Et vous traitez de crasseux avec des cheveux longs, qui font du trash metal, etc., qui sont à des années-lumière de votre univers, de l'imaginaire construit autour d'un chef de corps. Ouais. Alors, d'abord, je suis pas né chef de corps. Et puis, chef de corps, c'est une fonction qui s'incarne. Nous les moches a été écrit avant que je ne reçoive le commandement du régiment, et c'est à dessein. Donc en fait, il aurait été... Et à mon avis, il sort peut-être un an trop tard, mais il n'était pas question pour moi de sortir ce livre-là quand j'étais chef de corps, pas tellement parce que je craignais de l'assumer. Moi, je trouve qu'il faut s'autoriser à être multiple, il faut s'autoriser à être surprenant. Les fameuses identités multiples qu'évoquait le général Hervé Pierre, qu'on se nourrit de ces identités. C'est ça. Et en revanche, la raison pour laquelle j'avais dit à mon éditrice, je ne ferai rien pendant 2 ans, c'est que chef de corps, c'est une fonction tellement totale que j'aurais pas pu défendre ce livre comme je crois qu'il le méritait. Et le temps que je ne consacrais pas à mes tirailleurs, je le devais à ma famille. Voilà. Et donc, il n'était pas question pour moi de rajouter... Enfin, tous les jobs qu'on fait sont importants, mais un commandement, ça oblige. Effectivement, la fonction... La responsabilité envers ses subordonnés. Et donc, le bouquin sort plus tard pour cette raison-là. Et donc, je vous parlais des 2 raisons
pour laquelle j'ai choisi de traiter d'un sujet très différent, c'est que je vois bien avec le temps que mon souvenir d'Afghanistan se lisse, s'émousse, sans pour autant que les questions que j'ai ramenées de ces expériences-là ne s'apaisent ou ne deviennent moins prégnantes. Les questions qui sont pourquoi, donner du sens. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a laissé, qu'est-ce qu'on a rapporté. Vous continuez d'y penser encore aujourd'hui, des années après? Enfin, c'est des expériences qui sont d'une densité telle. Moi, je sais que je ferai ma vie là-dessus. Et je ne voulais pas écrire. En fait, moi, j'estime que entre Jonquille et Ceux qui restent, j'ai, sur le plan littéraire, fait le tour du sujet. Et je ne veux pas écrire le même bouquin en plus indulgent, en moins brut, en moins nécessaire. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je veux pas radoter. Et comme je suis quelqu'un de bavard, je sais que j'aurais tendance à radoter. Donc je reviendrai peut-être sur des thématiques militaires un jour, mais sous un angle que j'espère très différent, pour dire complètement autre chose. Donc je veux, en tout cas, dans ce qui m'intéresse, dans ce que je poursuis par l'écriture, voilà. J'ai parlé de ça, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Les bouquins sont ce qu'ils sont, ils ont eu le destin qu'ils ont eu, ce qui reste a très bien marché. J'ai eu beaucoup de chance. C'est des bouquins qui ont une belle vie, mais je voulais passer à autre chose. Je voulais à la fois me démontrer que j'étais capable de le faire et pas ressasser. Et s'il m'est donné de continuer à écrire, alors ça oui, mais à publier des livres, je continuerai à explorer d'autres sujets et d'autres thématiques. Vous avez déjà d'autres idées en tête pour les prochains romans? J'ai un roman sur lequel je travaille, sur lequel je pressens qu'il va falloir que je passe un cap. C'est rigolo parce que en fait on progresse. À tout âge et à toute... Non mais bien sûr, enfin, et ça aussi c'est très militaire comme approche de se dire en fait à tous les postes on apprend, on est habitué à changer de job, moi j'ai fait des postes en état-major. Un militaire apprend tout très différent et en fait c'est vrai comme auteur. Et je me suis fait cette réflexion là parce que quand j'étais en train de, donc j'ai écrit Nous les moches quand j'étais au Mali. C'était mon petit exercice de respiration le soir avant d'aller dormir. Donc je me mettais sur ma petite chaise en plastique dans mon coin de tente là, et j'écrivais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et quand je suis revenu, j'avais un manuscrit. Et je l'ai relu une première fois, je l'ai relu une deuxième fois, et je me souviens très bien. On était en plein dans la fin de la rentrée littéraire en accompagnement de Ceux qui restent. Et je suis en train de relire le texte, et à chaque fois je me dis non mais c'est pas possible que ce soit bien. T'as écrit ça au Mali, c'était bien pour prendre l'air, c'était bien pour penser à autre chose, pour se débrancher un peu avant d'aller dormir. Mais ça peut pas être bien, c'est pas possible. Et à chaque fois que je le relisais, parfois en laissant passer plusieurs mois, je me disais, je crois que c'est pas mal quand même. Et on rentre de Brive, je suis avec mon éditrice, le train est arrêté en gare pour je sais plus quel, et on sort prendre l'air sur le quai, et je lui dis, écoute, je suis embêté, j'ai ce texte dont j'arrête pas de me convaincre qu'il va être nul, et à chaque fois que je le relis, je me dis, en fait, je crois qu'il est pas mal. Et du coup, je pense que je vais bientôt te l'envoyer. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, alors que j'ai tellement transpiré sur Ceux qui restent, pourquoi celui-là est sorti aussi facilement. Et je me dis, mais écoute, peut-être que tu progresses en fait. C'est quand même ton 3e livre. et ça m'a. Et du coup, là, je suis sur un. En fait, c'est comme quand vous apprenez un instrument de musique. Quand vous apprenez un instrument de musique, vous avez des paliers. Vous pouvez rester longtemps sur un palier. Et j'ai le sentiment que sur le plan littéraire, d'ailleurs, il y a une vraie parenté entre Ceux qui restent et Nous les moches, sur les thématiques de la fraternité, de la transmission. Ça reste quand même des histoires de garçons. C'est assez. Oui, de toute façon, tout votre univers d'écrivain, mais on sent que c'est un univers très masculin. Ouais, et donc il faut que je passe à autre chose. Voilà, j'ai le sentiment d'être sur un palier, et ce qui aujourd'hui m'amène à me creuser un peu la tête dans l'écriture du suivant, dont j'ai un premier jet, c'est que si je l'avais écrit il y a 5 ans, je l'aurais peut-être jugé prêt ou cuit ou mûr. Je l'aurais peut-être déjà envoyé à mon éditrice pour savoir ce qu'elle en pensait. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il faut que ce bouquin-là aille un peu plus loin. Et j'ai pas encore vraiment bien trouvé par où, comment, pourquoi. Et puis ensuite, il faut mettre ça en perspective avec le temps. C'est aussi un problème. Bien sûr, toujours cette question de la temporalité. Je reviens sur ce que vous disiez au Mali. Alors c'est très rigolo de dire que vous êtes en plein
en opération Mali, c'est votre quotidien. Et tous les soirs, vous vous évadez à 6000 km de là pour être quelque part sur une route des États-Unis. Ça me fait penser à une réflexion que j'avais avec un soldat qui disait, il y a 2 écoles en OPEX. Il y a ceux qui prennent des livres sur le pays pour vraiment s'immerger à fond dans la culture, lire ce qu'ils lisent. Enfin, la littérature, c'est le visage d'un pays, disait Aragon, voilà, qu'il fallait s'immerger dedans. Et au contraire, ceux qui prennent des livres complètement différents de l'univers immédiat dans lequel ils sont plongés, justement pour s'en échapper. Quels étaient les livres que vous preniez avant de partir en OPEX? Le seul pays sur lequel j'ai vraiment lu de manière extensive avant d'y partir, c'est l'Afghanistan. Est-ce que vous avez lu Les Cavaliers de Joseph Kessel Non, je ne l'ai pas lu. J'ai découvert Kessel après, et je ne lirai pas Les Cavaliers parce que Kessel a été un chouette compagnon de bivouac quand j'étais au Mali, mais non. D'abord, je l'ai découvert trop tard. Kessel, il faut lire Kessel quand on a 20 ans. Il faut lire Kessel quand on a 20 ans. C'est un sujet qu'on évoquait juste avant de commencer l'interview. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment un drame de Kessel. C'est la plupart des lecteurs, des adultes que je rencontre aujourd'hui, tous effectivement, ont découvert Kessel à partir de la trentaine. Alors que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, j'ai lu Fortune carrée dans le cercle des blindés au milieu du désert du Gourma malien, à la lueur des étoiles. C'est extraordinaire. Mais l'Afghanistan, c'est trop viscéral pour moi. J'aurais dû lire Les Cavaliers avant de partir. Je peux pas lire Les Cavaliers maintenant, c'est pas possible. J'y arriverai pas. Pour répondre à votre question, parce qu'on digresse, moi je prends des livres qui n'ont rien à voir. Le temps de la mission, c'est plus le temps de l'accumulation, c'est plus le temps de la réflexion. Même si on comprend d'autres choses, je crois qu'il faut savoir couper. En tout cas pour moi, le modèle qui me convient, c'est je lis et j'écris du coup, parce que ça m'aide à garder sur les choses, sur les événements, sur la conduite générale de ce qu'on fait, un regard frais. Qu'est-ce que ça vous a apporté l'écriture en tant que militaire, en tant que chef? Quand j'étais à Saint-Cyr, on nous disait toujours, quand il se passe un truc, avant de donner des ordres, faites un pas en arrière et prenez quelques instants pour mettre sur un carnet, sur votre cahier de combat, sur votre carte, une réflexion. Et l'écriture, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un pas en arrière. En fait, et c'est ça que ça m'a apporté. Moi, je suis un homme de l'écrit, de toute façon, donc j'ai toujours considéré que écrire, ça résolvait plein de trucs, quand bien même ça résout pas tout. C'est un peu le piège, d'ailleurs. Déjà, dire les choses, écrire les choses, c'est déjà commencer par mais écrire les choses, en fait, même si on fait rien de ce qu'on a écrit, en fait, écrire les choses, ça oblige à les mettre en contexte, à y réfléchir, à les agencer. Sans quoi, on se disperse, on va partir dans plein de directions et on risque de passer à côté de ce qu'il est important de lire. Enfin, moi, je sais très bien, pour revenir à cette histoire de réflexion sur faites un pas en arrière, je sais très bien quel est le jour où j'ai définitivement gagné la confiance de mes chefs de groupe quand j'étais chef de section. Donc on était à l'entraînement, au centre d'entraînement en zone urbaine. On devait, pendant la première semaine où on fait des petits exercices de niveau section, on devait reconnaître une rue. Et on était en retard et l'instructeur me dit, mon lieutenant, est-ce que vous pouvez donner vos ordres rapidement? Et il faudrait qu'on attaque dans 5 minutes, sinon on n'aura pas le temps de finir. Et donc mes chefs de groupe viennent me voir. Et je leur ai dit, allez vérifier vos groupes et vous assurer qu'ils sont prêts. J'ai pris 3 minutes, sur les 5 minutes, j'ai pris 3 minutes pour moi. Ils sont revenus 3 minutes après et je leur ai donné mes ordres et on a fait une super manip. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais gagné la confiance de mes subordonnés, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et j'ai compris aussi que, en fait, ce temps c'est la première fois où, en fait, j'ai objectivé ce que j'ai entendu pendant toute ma formation et que ça m'a sauté aux yeux comme quelque chose d'évident. Donc en fait, prendre les quelques minutes de réflexion pour rédiger, jeter une ébauche de fragot, voilà. L'écriture, ça sert à ça. Ça donne du sens, ça permet de faire cette prise de recul, ce pas en arrière. C'est un outil de compréhension en fait. Une petite compréhension du monde, de soi-même, d'apprendre à se connaître aussi par l'écriture. 2 petites questions pour finir. Comment est-ce que vous définiriez votre style de commandement en tant que chef? Ma conviction sur le commandement, c'est que tout procède de l'humain. Tout le reste, ça se construit, ça s'acquiert, ça se fabrique, ça se génère. L'humain, c'est irremplaçable. Quand Jonqui a reçu le prix des cadets, qui est le prix qui est décerné par les élèves de Couët-Quidan au moment du triomphe tous les ans, j'étais pas sur place, j'avais écrit un discours qui a été lu par l'un des élèves pour les remercier. Et je concluais par ces mots à peu près, aimer
les gens qui vous seront confiés, en vérité, avec ce que ça implique d'exigence, de soucis de savoir les élever, et donc voilà. Mais aimez-les en vérité et ils vous suivront jusqu'au bout du monde. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé d'imprimer dans mon style de commandement, c'est-à-dire que la considération, c'est important, l'humain, c'est important, l'écoute, c'est important, et ça n'est pas incompatible avec l'exigence. Au contraire. Avec la distance nécessaire. Oui, ça veut pas dire que il faut aussi savoir se préserver, il faut aussi savoir se détacher. Tout à fait, on n'est pas potes, il y a un lien hiérarchique. Oui, et puis il faut pas. La proximité, c'est quelque chose qui se travaille. Mais l'estime, en fait, être chef, c'est être en dette. Je suis convaincu je devrais toute ma vie quelque chose aux soldats qui m'ont fait l'honneur de leur confiance. Et dernière question, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à un jeune qui voudrait s'engager dans l'armée, à la fois comme conseil de lecture et comme conseil de vie, si j'ose dire? J'ai pas de conseil de lecture. Encore une fois, un livre, c'est un texte, un lecteur, un moment. Le conseil de lecture, il faut lire. C'est le seul conseil de lecture qui tienne. Il faut lire. Il faut lire ce qu'on a envie de lire, quand on a envie de lire. Il y a des bons, des mauvais moments, mais en fait, c'est à chaque lecteur qu'il appartient de déterminer sa vérité. Lire, c'est une source de richesse qui nourrit pendant très longtemps. C'est le seul conseil de lecture. Il y a un ouvrage que je relis une fois par an, c'est Cyrano de Bergerac. C'est ma manière de rester jeune, de relire Cyrano. Et un conseil de vie, c'est de faire les choses avec conviction. De faire peut-être moins, mais de ce que l'on fait, le faire à fond. Et le jour où on n'est plus capable de donner ça, il faut faire autre chose. C'est pas interdit. Les raisons pour lesquelles on s'engage à 18 ne sont pas les raisons qui font qu'on reste. Moi, je formule ça en disant on s'engage pour soi, mais ce sont les autres qui vous font rester. Eh bien, nous pourrons terminer sur cette phrase. Merci beaucoup, mon colonel, de nous avoir accordé cette... Merci à vous. Voilà. Donc, je rappelle les 3 livres que vous avez écrits. Donc, Jonqui aux éditions Gallimard, Ceux qui restent et Nous les moches. Voilà. Tous les liens sont évidemment en description pour ceux qui seraient intéressés par le livre. Mon colonel. Bon, ben voilà.